Bonjour. Alors, l'Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès a voulu rencontrer Hugo Bouvard, qui est donc avec moi Bonjour. aujourd'hui. Bonjour Hugo. Euh, Hugo vient de présenter une thèse à l'université Paris-Dauphine, si je ne m'abuse, Gays et lesbiennes en politique, socio-histoire de la représentation des minorités sexuelles en France et aux États-Unis. Alors, il y a une petite particularité à cet entretien, c'est que j'ai été un petit morceau du terrain d'expérience d'Hugo, de fait, mais ça n'entache absolument pas notre dialogue. J'ai pu assister à la présentation de sa thèse et c'était vraiment, ça augure d'une discussion bien intéressante. Euh, alors, peut-être ma première question, ce sera, peux-tu nous expliquer un peu quelle a été ta démarche et voilà, enfin, comment tu es arrivé à ce sujet-là et très rapidement quel travail tu as développé autour de la représentation des minorités sexuelles, donc en France et aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Alors en fait, moi, je suis venu à travailler sur ce sujet-là parce que déjà, avant de commencer une thèse en master, j'étais intéressé par les groupes LGBT en fait qui étaient au sein des partis politiques ou en marge des partis politiques. Justement, je m'intéressais à cette relation, quel type de rapport ils entretiennent. Et donc j'avais travaillé sur les groupes LGBT proches du PS ou de l'UMP à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça. Au cours de ce travail, je m'étais rendu compte que certains des anciens membres de ces groupes étaient devenus des élus. Et pour certains, c'était fait les défenseurs des intérêts des personnes LGBT dans le champ politique. Donc c'est là où je me suis posé la question de ces élus, avec quelles contraintes ils ont dû composer, quelle est leur trajectoire, quel est leur lien avec le militantisme LGBT une fois qu'ils sont élus. Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler sur cette question de la représentation politique. Et donc pour la thèse, en fait, j'ai à la fois fait une enquête historique à partir d'archives, d'entretiens avec d'anciens militants et puis la presse homosexuelle, et d'autre part une enquête plus sociologique contemporaine auprès d'élus gays et lesbiennes dans les deux pays que j'ai rencontrés et à qui j'ai posé un certain nombre de questions. D'accord. Donc oui, c'est un peu, ça nous offre une possibilité pas si courante de prise de recul sur quelques décennies de militantisme aux confins de l'associatif et de la politique, et c'était ça qui paraissait intéressant. Alors on peut peut-être commencer par le versant historique. Ouais. Comment les questions LGBT sont parvenues à se mettre à l'agenda politique général. Ouais. C'est un peu autour de ça que se sont construits les mouvements divers et variés de part et d'autre de l'Atlantique sur les questions LGBT. Ouais, tout à fait. En fait, moi, ce sur quoi je me suis concentré dans la thèse, c'est ce que j'ai appelé la cause de la représentation politique des gays et des lesbiennes. En fait, tout simplement, c'est le fait de vouloir faire élire des gays et des lesbiennes. Et je me suis demandé pourquoi, a priori, c'est différent en France des États-Unis. Et voilà, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que cette cause avait été construite avec succès aux États-Unis. Elle avait été légitimée, institutionnalisée, et aujourd'hui, il y a un nombre important d'élus ouvertement gays, lesbiennes, bi ou trans dans les diverses assemblées, alors qu'en France, c'est peut-être un peu moins évident. Donc, j'ai voulu comprendre historiquement ce qui s'était joué pour comprendre cette trajectoire différenciée de la cause. Et il me semble que les trois raisons principales qui correspondent peut-être à trois époques que j'ai décelées, c'est d'une part en fait, je commence à travailler dès les années 50-60, donc avant ce qu'on considère généralement comme le début du militantisme gay, qui sont les émeutes de Stonewall aux États-Unis. En fait, je me suis rendu compte que bien avant ça, dès la fin des années 50 et le début des années 60, il y a déjà des mobilisations, notamment à San Francisco, de groupes de gays et de lesbiennes qui s'organisent politiquement pour peser sur la compétition politique, pour faire pression sur les élus, pour mettre à l'agenda un certain nombre de questions. Et ça, il me semble que ça arrive aux États-Unis et pas en France, notamment parce que à cette époque-là, aux États-Unis, la répression légale, policière, administrative, elle est quand même beaucoup plus forte que ce qui a lieu en France à la même époque. Et donc, l'urgence de s'organiser pour renverser ça, elle est plus pressante aux États-Unis.
Et ensuite, j'ai observé dans les années 70 et 80 que les militants gays et lesbiennes aux États-Unis qui sont orientés vers la compétition politique, en fait, ils s'inspirent des mobilisations féministes et des mobilisations des minorités raciales qui, à ce moment-là, réussissent à rentrer dans le Parti démocrate et à obtenir un certain nombre de garanties en termes de représentation de leurs intérêts. Et donc, les militants gays et lesbiennes américains, ils s'inspirent de ça dans les grandes villes et ils créent des clubs, par exemple des clubs démocrates, pour justement peser dans la compétition politique au niveau local et puis au niveau national. Alors qu'en France, il faut attendre plutôt le début des années 80 pour qu'il y ait des groupes gays et lesbiens qui émergent dans les partis politiques, notamment au Parti socialiste. Et ces groupes, ils n'ont pas du tout le même objectif, ils se structurent pas de la même façon. C'est pas du tout des organisations qui ont vocation à réunir beaucoup de monde. C'est plutôt des petits groupes qui agissent davantage en coulisses pour essayer de démarcher des parlementaires. Donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes moyens d'action. Et ils essayent pas de peser sur la compétition politique, ils essayent pas de peser sur les investitures. Donc ça, c'est la différence principale pour cette période-là. Et enfin, il me semble que le dernier facteur, c'est que les quartiers gays, en fait, dans les grandes villes nord-américaines, ils ont un degré de densité, de cohérence commerciale et résidentielle beaucoup plus forte, en fait, que ce qu'il y a eu en France à la même époque. Même à Paris, même quand le Marais a émergé, ça a jamais vraiment ressemblé à ce qui pouvait être le quartier gay à New York ou à San Francisco. Et en fait, le fait d'avoir des quartiers gays aussi bien identifiables et circonscrits aux États-Unis, ça leur a permis de localiser des mobilisations et notamment de faire élire au niveau local des conseils municipaux parce que c'était très circonscrit, alors qu'en France, il n'y avait pas la même possibilité. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, en tout cas, ce dernier point, c'est vrai que ça parle, puisque le Marais, quand il a émergé comme quartier gay, c'est très très vite, et indépendamment de ça, à mon avis, très très vite gentrifié. Et du coup, c'est sans doute un quartier commercial, ça n'a, à mon sens, jamais été un quartier résidentiel spécifique. Donc il n'y avait pas cette combinaison-là qui aurait permis d'asseoir une représentation politique. Et peut-être pour passer sur le présent maintenant. Alors effectivement, ça ne nous a pas échappé que les élus ouvertement gays en France, ouvertement gays ou lesbiennes, ne sont pas légion. Alors il y en a quelques-uns. Il me semble on sent quand même qu'il y a un phénomène de génération assez intéressant, de renouvellement générationnel, qui fait que ils se cachent moins. Enfin, qu'en tout cas, on assume plus. Je pense à Alice Coffin qui vient d'être élue à Paris sur des listes de la majorité municipale. Et d'autres encore. Il y a un sénateur socialiste qui est un nouveau sénateur socialiste qui est de l'Hérault, qui est un activiste de longue date. Voilà. Mais il n'empêche qu'on conserve quand même des différences. Donc, comme tu as rencontré les élus, maintenant, on en est où de ce côté-là, quoi? Enfin, c'est quoi à la fois eux leur position par rapport à la publicité de leur coming out et leur position par rapport à la cause LGBT. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, notamment en France, les élus que j'ai rencontrés, ils ont des rapports assez ambivalents justement avec ce que j'ai appelé ce label d'élus ouvertement gays ou lesbiennes. En fait, ça nous paraît aller un peu de soi parce que peut-être on est habitué à cette catégorie dans les journaux justement militants ou les journaux de la presse LGBT. Mais en fait, les élus, c'est pas forcément une catégorie qui leur parle en tant que telle. Et il y en a un certain nombre que j'ai rencontrés qui me disaient, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais même pas. Est-ce que je suis ouvertement ou pas? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Et en fait, je me suis rendu compte que différents élus mettaient différentes choses derrière ce terme. Est-ce que c'était forcément avoir fait une déclaration publique identifiable, localisée dans un média, ou est-ce que c'était le fait de se promener dans sa circonscription avec son conjoint ou sa conjointe? Enfin voilà, en fait, tout le monde n'avait pas tout à fait la même définition. Donc c'est vrai que ça complique un peu cette question du dénombrage. D'ailleurs, combien il y a d'élus ouvertement gays et lesbiennes, ça dépend de la définition qu'on prend. Mais la deuxième chose intéressante dans la différence avec les États-Unis, c'est qu'il me semble qu'en France, les élus ouvertement gays et lesbiennes devaient composer avec beaucoup plus de contraintes discursives en termes de présentation de soi. C'est-à-dire qu'ils devaient prendre beaucoup plus de précautions, de pincettes en fait pour se visibiliser en tant que gay ou lesbienne, en tant qu'élu, par rapport aux élus américains.
Et notamment, voilà, en faisant des entretiens avec elle et eux, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de prescriptions, d'images qui étaient partagées de ce que ce serait le bon élu en France, le bon élu gay, la bonne élue lesbienne. Alors ce serait quoi? Ce serait quelqu'un qui publicise son homosexualité au bon moment de sa carrière, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas connaître par ça. Voilà, il faut pas, c'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que les élus qui rencontrent, il ne faut pas se faire connaître dans les médias par son coming out. Il faut déjà être un minimum connu. Deuxième prescription, il faut le faire pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'on le fait pour donner l'exemple, pour inspirer les jeunes générations, voilà, pour aider. Voilà, il faut mettre, enfin, que ce soit sincère ou pas, en tout cas, il faut mettre en scène ce registre-là. Il faut toujours garder la bonne mesure en termes de déplacement des frontières entre vie privée et vie publique. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est gay ou qu'on est lesbienne, mais généralement de façon relativement désincarnée. On peut pas mettre en scène sa vie conjugale de la même façon que les élus hétérosexuels, même si peut-être il y a des choses qui tendent à bouger ces dernières années, mais globalement c'était ça. Et ce qu'il faut surtout en France mettre à distance, c'est le stigmate du communautarisme. Il ne faut pas apparaître comme un élu communautariste. Donc ça passe souvent par une mise en scène de soi comme un élu justement universaliste qui lutte contre toutes les discriminations, parce qu'il ne faut pas être perçu comme ne luttant que pour les droits LGBT. Donc voilà, il me semble que ça c'est la différence principale entre les élus français et les élus américains. Ceci dit, là je parlais de la façon dont ils se présentent, mais après en termes d'action concrète, puisque tu me demandais ça aussi, finalement j'ai pas observé tant de différence que ça dans leur activité de représentants, et ça c'est peut-être un résultat un peu surprenant de l'enquête, c'est-à-dire que en France, comme aux États-Unis, les élus, en fonction des types d'assemblées dans lesquelles ils siègent, du contexte, etc., ils se livrent aux mêmes activités de représentation des intérêts LGBT. Ça peut aller de visibiliser l'histoire LGBT dans l'espace public en renommant par exemple des rues du nom d'activistes célèbres, ou de permettre à des associations LGBT implantées sur le territoire de demander des subventions au même titre que les autres, mais en tout cas voilà, de leur dire qu'ils peuvent demander des subventions. Voilà, ça c'était assez similaire finalement de part et d'autre de l'Atlantique. D'accord. Ok, alors c'est marrant parce que en écoutant ta présentation de thèse, je repensais aux sortes de grands-pères des élus LGBT. Je veux parler d'Harvey Milk, dont le premier le premier dossier dont il se soit saisi quand il a été élu, c'est une équivalence un peu acrobatique en termes institutionnels, puisque on peut pas vraiment dire qu'il était conseiller municipal, il était plutôt adjoint au maire. Enfin bon, en tout cas il était élu municipal à San Francisco quand il a réussi à se faire élire après 3 tentatives quand même. Si je ne m'abuse. Son premier dossier, ça a été justement un dossier qui n'était pas LGBT. Et il a expliqué pourquoi, parce que ses amis en ont été frappés et lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ? T'es pas venu là pour ça. » Parce que lui, c'était pour... en l'espèce, je crois que c'était une sombre histoire de crotte de chien, qui est un peu le quotidien des élus locaux, partout, où il y a des chiens. Et lui a dit, mais justement, c'est important que le premier acte que je fais montre que je m'adresse à toute la communauté, et pas seulement à une partie. Donc il a un peu cherché à légitimer sa position par un acte un peu universel, et ce qui ne l'a pas empêché après de travailler sur des questions plus précisément LGBT, et de finir de la manière tragique dont il a fini. Mais c'est assez marrant, je trouve, ce regard cette expérience d'outre-Atlantique qui vient en cohérence avec ce que je sens, moi, beaucoup d'élus français, LGBT, out ou pas, qui, effectivement, on retrouve bien qui cherchent d'abord à obtenir le label d'universalité avant de travailler sur les questions, comme si, à titre personnel, ça m'étonne, mais peut-être que j'aimerais bien que tu réagisses à ça, mais ce qui m'étonne, c'est que toute l'histoire montre que quand on abroge le délit d'homosexualité, quand on crée le Pacs, quand on ouvre le mariage et l'adoption à tous les couples,
on ne travaille pas que pour les personnes LGBT. C'est-à-dire que, faisant ça, on change l'ensemble. Donc, on s'inscrit fatalement dans l'universel. Il n'y a pas de... Le procès communautariste qui est fait en France extrêmement fréquemment est, à mon sens, assez largement un faux procès. Mais je ne sais pas, toi, comment sur la base de ton travail, comment tu vois ça? Oui, en fait, moi, ces catégories d'universalisme et communautarisme, dans mon travail, je les traite en fait comme des registres de discours qui légitiment ou qui disqualifient. Donc, en fait, je regarde comment les élus avec qui je discute les mobilisent justement pour se légitimer ou pour mettre à distance un certain nombre de stigmates. Donc, en effet, en France, c'est assez contraignant parce que les élus minoritaires, je pense qu'on peut même élargir au-delà des élus LGBT, doivent sans cesse donner preuve que ce sont bien des élus universels, et alors que voilà, les élus majoritaires selon tous les points de vue, eux n'ont pas à en permanence se justifier de bien représenter l'ensemble du territoire ou des citoyennes qui les ont élus. Donc non, je suis d'accord. Je pense que pour les élus gays et lesbiennes en France, ce qui a été vraiment assez séminal, c'était le coming out de Bertrand Delanoë en 1998. Et j'ai vraiment pas mal d'élus qui m'ont dit que pour eux, c'était vraiment ça le modèle du bon coming out. Et c'est vrai que Bertrand Delanoë, il avait cadré son coming out de cette façon-là, en mettant vraiment en scène son universalisme, le fait qu'il ne veut absolument pas bousculer les frontières entre vie privée et vie publique dans le champ politique. Bon, et ça, c'était son choix. Mais c'est vrai que je pense que ce coming out, ça a été à la fois quelque chose qui a été sans doute émancipateur pour un certain nombre d'élus gays lesbiennes qui se sont sentis après autorisés eux aussi à en parler, mais en même temps peut-être le revers de la médaille, c'est que ça a peut-être construit un espèce de modèle du bon coming out un peu rigide, sans que ce soit de la faute de Bertrand Delanoë, hein, c'est la façon dont c'est et interprété comme c'est comme ça qu'il faut faire, et du coup les élus après se sentaient un peu contraints de faire comme ça, voilà. Ouais. Et alors, je me souviens qu'à la même époque, alors effectivement, la manière dont Bertrand Delanoë a fait son coming out a longtemps été posée comme exemplaire, à juste titre d'ailleurs, y compris parce que ça donnait, alors c'était un peu, c'était sans doute en partie vain, mais il se permettait même une petite fessée aux élus hétéros qui étalent leur vie privée à longueur de magazine People. Parce que je me souviens très bien qu'il disait à la fin aux journalistes, et vous observerez que vous ayant dit que j'étais homosexuel, je ne vous ai rien dit de ma vie privée parce que ça ne vous regarde pas. Et ça ne regarde pas les citoyens. Donc c'était assez plaisant, malheureusement, à mon avis, totalement inopérant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un temps politique où on préserve la vie privée des personnages publics. C'est sans doute regrettable, parce qu'ils ont droit à une vie privée eux aussi, mais c'est comme ça. Je me souviens qu'à la même époque, mais alors, pour le coup, j'aurais dû mieux préparer notre entretien parce que à l'époque où Bertrand Delanoë était maire de Paris, a été élu le maire de Berlin aussi était social-démocrate et était lui-même aussi homosexuel. Et c'était deux personnalités très différentes, enfin, de manière d'assumer dans les deux cas son homosexualité dans le monde politique, dans une fonction politique éminente, mais de manière très différente. Alors, j'ai pas en tête précisément les choses, mais je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit ça. Oui. Alors, je parle pas allemand, donc je pourrais pas te dire quelle a été la phrase célèbre de Klaus Wowereit. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le maire de Berlin, mais en tout cas, en français, ça donne quelque chose comme « je suis gay et c'est aussi bien comme ça ». Et c'est vrai, voilà. Et c'est vrai que c'était pas tout à fait la façon dont Bertrand Delanoë lui cadrait les choses, où il le disait, mais en même temps, je me souviens dans l'interview de son coming out sur M6, on lui demande est-ce que vous êtes un militant homosexuel, et il dit quand même ah non, moi je suis pas un militant homosexuel. Alors certes, ça pourrait indiquer qu'il n'a pas fait partie de groupes spécifiquement homosexuels, mais on sent quand même dans la façon dont il se démarque un petit peu de ça, qu'il aurait l'impression que se dire militant homosexuel, justement, ça l'extrairait de cette position un peu de surplomb universaliste qu'il prétendait incarner à ce moment-là. Bon, voilà, donc je pense que oui, il y avait des petites différences. Alors ça c'est vrai que ça correspond à une réalité hein, du fonctionnement des partis politiques français, c'est-à-dire que
il y a toujours enfin, si on est militant LGBT, on est en manque on est forcément en défaut d'universalité, et du coup, on n'est pas tout à fait pris au sérieux. Enfin, il y a tout un travail. C'est-à-dire que c'est vrai que Bertrand Delanoë n'a jamais été militant LGBT. Ça, c'est contesté par personne. Mais donc sa réponse était sincère. Mais en effet, il y avait quelque chose qui aurait pu être invalidant. Dans la perception même de ses amis, enfin de ses amis politiques que je connais bien, parce que j'ai les mêmes. Il n'y a pas une perception positive de ce type de. Et je suis pas loin de penser que ça nous empêche de comprendre des évolutions de la société actuelle. Cette espèce de rigidité. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais peut-être pour finir, puisqu'on parle avec beaucoup de plaisir, mais les meilleures choses ont une fin. Peut-être, est-ce qu'on peut faire un peu de soit de prospective, soit de, je sais pas, de recommandations, ou enfin, en tout cas, toi, quelles leçons tu tires un peu de tout ce travail fait à la fois sur le temps long, où tu as rencontré les élus américains, français, enfin voilà. Quelles leçons t'en tires pour la suite, pour les générations qui viennent là? Ah oui, c'est une question. Alors c'est un peu écrasant comme question. C'est un petit peu difficile, ouais. Bah, il me semble que ce que je retiens de mon travail, c'est que peut-être de façon un peu contre-intuitive, je suis pas sûr que pour représenter les intérêts d'un groupe ou d'une minorité, il faille forcément absolument incarner, alors que ça a été le combat de beaucoup de générations de militants gays et lesbiennes de justement demander cette représentation politique. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que justement en France, pour le Pacs, pour le mariage, etc., ces intérêts ont été portés par des élus qui soit n'étaient pas gays ou lesbiennes, soit ne refusaient d'incarner politiquement de cette façon-là, et qui sont quand même arrivés à leur fin. Donc c'est vrai que peut-être que c'est un peu contre-intuitif de ce point de vue-là. Ceci étant dit, il me semble que ce qui serait souhaitable en France à l'avenir pour les élus gays et lesbiennes, c'est que justement ce poids des contraintes sur la bonne manière de se présenter s'allège un petit peu. Je pense que idéalement, il faudrait qu'il y ait plus de diversité dans les façons de faire son coming out et dans les façons après de l'incarner. Alors voilà, tu parlais tout à l'heure d'Alice Coffin, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez assez nouveau dans le champ politique français, cette façon de lier militantisme féministe, militantisme lesbien, et puis de se présenter comme militante lesbienne, sans chercher à euphémiser. Donc moi, il me semble que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait à la fois de plus en plus d'Alice Coffin et puis aussi de plus en plus d'autres élus de différents partis, gays, lesbiennes, du trans, qui se sentent libres d'exister dans le champ politique en visibilisant ou pas, en mettant en scène leur couple ou pas, mais qu'ils aient le choix de le faire, qu'ils aient pas l'impression qu'ils ne peuvent pas le faire, voilà, en fait, comme le reste des élus. Ce serait ça. D'accord. Voilà. Ok. Écoute, merci. On sera sans doute amené à se reparler de toute façon. Je sais pas si tu as des projets éditoriaux, comme ça arrive parfois suite à une thèse, mais en tout cas, si tel est le cas, tiens-nous au courant, parce que ce que j'en ai entendu jusque-là est vraiment un élément intéressant, je trouve, dans cette longue marche. Et ben bonjour à Londres, et puis à bientôt, Hugo. À bientôt, Denis, merci.